chers amis, je voulais m'appliquer d'abord avec joie. Je veux saluer les merci, tous ceux qui s'aiment, tous ceux dans cette salle. Je veux saluer d'abord le responsable du parti, à commencer par le vice-président, secrétaire permanent du CSP, mon cher ami Yadi Pello, du salut. La VP Agnès Mollet est là, salut des personnes. Le VP Laurent Touzi est là, je salue Laurent. Le VP Dominique est là, Dominique, je salue. Le VP David Kofi est là, salut David. Il y a le LGA, maire, vous voulez tout ça. Mon père, merci d'être venu. Mon ami, l'inséparable, le frère de tous les jours, LGA, l'honorable Olivier Albi. Je salue notre puissant communicateur, communicant, si ça va mieux. Il y a des minutes plus importantes avec les journalistes. Je salue ceux que j'ai bien vus, ceux que je n'ai pas bien vus, aujourd'hui je vous salue. Les SMT, les LGA, les fédéraux, les commissions et d'autres institutions de notre parti. Nous tous, merci d'être venus. Vous, mesdames et messieurs les journalistes, quand il faut vous dire d'autres, c'est petit mot, merci. Alors vous êtes toujours là pour véhiculer le message. Merci encore d'être venus, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes réunis, vous l'avez bien dit, sur un seul sujet. Le sujet d'importance, il s'agit du refus d'organiser l'amendement des sénateurs en 2025. C'est ça qui va agir tout à l'heure. Donc, vous convenez avec moi que la seule qui proteste du fait que, à travers son agence, Mme d'une réalité sur le terrain pour justifier le non-respect du code électoral. Une réalité sur le terrain pour justifier le non-respect du code électoral. Il importe donc pour nous de faire un constat, une analyse avant de donner notre position. Au niveau de notre constat, la sixième opération de révision nationale, c'est le 5 novembre 2004. Conformément au décret numéro 2004, la CEI, la communiqué à date du 8 2024, avait prolongé la période de recensement d'une petite semaine, jusqu'au 17 novembre 2024. Ce temps, c'est encore révélé insuffisant. Le grand nombre d'Ivoiriens qui avaient pris d'assaut les centres d'arrondissement. Envie de réparer cette injustice qui frappe ces Ivoiriens à travers leur non-exécution électorale, le PPACI avait compté sur la 7e opération censée se dérouler en 2025, conformément au code électoral qui l'exige chaque année. C'est pourquoi le PPACI, dans un souci de vouloir organiser une élection apaisée, a adressé une conférence au gouvernement dans le mois de janvier 2025. La CEI, pour justifier ce recul, on a dit, à travers sa parole adjointe dans la République, que c'est le 9 février dernier, déclaré sur un plateau de télévision, et je cite, « Il est totalement impossible de réaliser une révision annuelle de la liste électorale en 2025. Ce n'est pas une question d'argent, mais plutôt une réalité sur le terrain. En tant qu'expert pluriel en organisation d'élections,
nous savons de quoi nous parlons. C'est la première ligne du son. Quelle est donc notre analyse? En affirmant de façon péremptoire, je cite encore, pour que ça soit bien dans l'esprit des uns et des autres, en affirmant de façon péremptoire, il est totalement impossible de réaliser une révision électorale de la liste électorale en 2025. Ce n'est pas une question d'argent, mais plutôt une réalité sur le terrain. En tant qu'expert en organisation d'élections, nous savons de quoi nous parlons. Félicitations, Madame Maître Yacoubi. À travers donc sa porte-parole adjointe, Maître Yacoubi, Yolande, épouse Yacoubi, la CEI démontre à suffisance sa volonté manifeste d'entraîner allègrement le processus électoral ivoirien vers les appuis. Le 9 février dernier, sur un plateau d'une chaîne de télévision ivoirienne, Maître Yacoubi disait qu'elle sait de quoi elle parle. Elle sait de quoi elle parle. Si tel est le cas, alors pourquoi la CEI ne prend-elle pas la peine d'expliquer aux acteurs de la vie politique ivoirienne et aux Ivoiriens les raisons qui font de l'impossibilité d'organiser cette révision de la liste électorale, étant prévue par l'article 6 du Code électoral. L'article 6 électoral, alinéa 3, à cet égard, dit clairement, la liste électorale est un document administratif sur lequel sont inscrits l'ensemble des électeurs. Elle est permanente et publique. La liste électorale est tenue à jour annuellement par la commission chargée des élections pour tenir compte des mutations intervenues dans le code électoral. Voilà ce qui dit dans l'ordre électoral. En effet, le législateur ivoirien, au terme du 3e alinéa de l'article 6 de la loi électorale, dispose que chaque élection dans le pays, à chaque élection dans le pays, la liste électorale tient compte des mutations, intervenues antérieurement à cette élection, de sorte à permettre à tous les citoyens ivoiriens d'exercer leur droit de vote conformément à la Constitution ivoirienne. Dès lors, comment comprendre qu'on puisse raisonnablement affirmer que respecter la loi, c'est faire la révision électorale chaque année, mais pas forcément avant l'élection en année électorale. D'ailleurs, depuis quand la CEI s'est-elle rendu compte de l'impossibilité d'effectuer une révision en 2025? Pourquoi alors que cette institution est financée par le contribuable ivoirien, s'abstient-elle de lui rendre compte? Pourquoi la CEI refuse-t-elle d'expliquer les réalités du terrain qui font qu'il est impossible de satisfaire cette exigence légale alors que nous ne sommes qu'en février 2025? La CEI serait-elle au-dessus de la volonté du peuple? Du reste, sur la question de la nécessité d'organiser une nouvelle RLE avant l'élection présidentielle 2025, nous aimerions prendre le président de la CEI au mot. C'était le 19 octobre 2024, à Djigo, lors de la cérémonie de lancement de la RLE 2024. Une vallée privière et la CEI avait estimé à 4 700 000 le nombre d'Ivoiriens en âge de voter, mais qui n'étaient pas encore inscrits sur la liste électorale. Ils ont obtenu ce chiffre en croisant le nombre d'Ivoiriens en âge de voter recensé lors du dernier LGPH avec le nombre d'inscrits figurant sur le fichier électoral en leur possession. Or, malgré la prolongation du délai de la dernière RLE d'octobre à novembre 2024, sur cette estimation de 4 500 000 millions,
4 700 000, seulement 943 947 ont pu effectuer effectivement de l'inscription. Ce qui suppose, quand on a compte des chiffres qu'il a lui-même communiqués, il existe encore 3 500 000 Ivoiriens en âge de voter qui, pour des raisons diverses, n'ont pas encore pu se faire inscrire. Il est donc surprenant que le président de la CEI affirme à chacune de ses sorties son engagement ferme à organiser des élections libres, transparentes et ouvertes, évoque l'éventualité de faire la RLE 2025 après les élections présidentielles. Option qui viendrait à priver de leurs droits, donc à exclure potentiellement du scrutin présidentiel par simple décision administrative de plus de 3 500 000 Ivoiriens en âge de voter. Sans compter les niveaux majeurs de 2025 et les inscrits qui ont changé dernièrement de domicile suite à un déménagement, soit des patronymes après un mariage. Pourquoi envisager une telle option malgré le fait que l'État ait mis à la disposition de M. Filière le financement de 27 milliards de francs sollicités et que la CEI possède une forte expérience en matière d'organisation de RLE avant chaque scrutin présidentiel, comme il a déjà fait en 2015 et en 2020. La Côte d'Ivoire, à ce jour, le seul pays du top 4 de la CEDEAO encore dans l'incapacité d'organiser des élections apaisées et sans distraction. De l'avis du PPACI, ce n'est pas seulement une question d'institution qui serait meilleure au Nigeria, au Ghana ou au Sénégal. L'explication est possible à chercher dans les objectifs et les choix qu'opèrent ceux qui exercent une portion du pouvoir décisif dans notre pays. Mobiliser le cycle d'élections stressantes et bâtir notre propre modèle de stabilité, il va l'élection et changer les peuples. Au total, le sentiment général qui se dégage est que le refus de la CEI d'effectuer une RLE avant les élections d'octobre 2025 s'apparente à une escroquerie d'ordre intellectuel, politique et social. L'escroquerie intellectuelle porte sur des réalités de terrain inexpliquées et inexplicables, parce qu'en réalité inexistantes. Surtout qu'elle échappe au code électoral et à la procédure édictée par la CEI elle-même. L'escroquerie politique tend à exclure, à gêner ou à fermer l'adversaire. L'escroquerie sociale réside dans le fait que l'État dénie aux citoyens son droit élémentaire d'exister, de voter, donc de choisir son dirigeant. Pour nous, le refus de Mme Yacobi, de M. Pivière et de la CEI s'explique par le fait que le RHDP a déjà inscrit tous ses électeurs et n'a donc plus de réserve d'électeurs potentiels. Ils ont peur que les nouveaux inscrits viennent contrarier leurs prédictions. Ils se croient donc obligés d'opérer une fraude de la nature qui assure le c'est tout possible pour être minimisé ou banalisé. Pour finir, nous qualifions les propos de Mme Yacobi de méprisants. Une experte ne parle pas ici à ses mandats. D'autant plus que des rumeurs persistantes font état de ce qu'une brèche expertise interne réalisée par un technicien rompu à la chose électorale au sein de la CEI a soutenu que la révision de la liste électorale est possible avant l'élection présidentielle de 2025. Ce qui lui aurait valu un licenciement parce qu'il porte une voix dissidente. Toute cette gymnastique s'inscrit dans le seul et unique but
pour le pouvoir d'obtenir un passage en force par la fraude et ou par la violence. Nous n'oublions pas que c'est une manœuvre frauduleuse, savamment élaborée pour conserver le pouvoir et qui s'appuie sur 4 éléments clés. 1. Éliminer les adversaires redoutables dans le rapport. 2. Choisir ses propres électeurs en inscrivant les faux électeurs. 3. Corrompre les électeurs par l'achat de conscience. 4. Aliéner les institutions d'organisation et de régulation de l'élection, le cas d'assaut. Quelle est notre position et quelles sont nos positions? Devant ce qui apparaît à ses yeux comme une provocation de trouble et une volonté manifeste de bâcler le processus électoral, le PPAC condamne sans réserve la conduite de manière unilatérale du processus électoral par la CEI qui cache mal son attitude partisane. Cela démontre bien que M. Cuvier est un président de la CEI aux ordres. Toute chose qui ne rassure pas le PPAC et qui, par avoir les conséquences, le fondent à émettre des sérieuses réserves quant à la volonté de la CEI d'organiser les élections apaisées. Le PPAC dénonce avec véhémence la duplicité du président de la CEI dont les propos appellent toujours des questions. Le PPAC exige la dissolution qui constitue aujourd'hui un réel danger pour la paix en Côte d'Ivoire. Le PPAC exige la proclamation avant l'élection présidentielle de 2025 d'un nouvel enrôlement en 2025 conformément à la loi. Le PPAC attire avec insistance l'attention du gouvernement sur le sabotage du processus électoral par le président de la CEI. Le PPAC tient M. Koulibaly Cuvier entièrement responsable des conséquences que le refus d'organiser une RLE 2025 avant l'élection présidentielle pourrait engendrer. Le PPAC informe ses militants et militantes, sympathisants et sympathisantes et l'ensemble de la population ivoirienne que le parti n'acceptera pas l'exclusion intentionnelle d'Ivoiriens du processus d'enrôlement en attendant l'organisation effective de la RLE 2025. Le PPAC demande à ses militants, sympathisants et à tous les Ivoiriens en âge de voter d'aller retirer leurs documents administratifs déposés depuis 2024 et qui sont encore en souffrance. Des missions d'information et de sensibilisation seront diligentées sur le terrain pour expliquer les enjeux de l'élection présidentielle de 2025 ainsi que les conditions d'organisation de l'élection apaisée. Enfin, le PPAC exhorte ses militants et sympathisants à rester vigilants, déterminés et mobilisés pour faire barrage à toute velléité de manipulation de la liste électorale et pour faire aboutir toutes nos revendications indispensables à l'organisation d'élections inclusives, crédibles et apaisées. Je vous remercie. Robson Sabo, la Nouvelle Alliance. Monsieur le ministre, vous venez de faire un exposé vraiment qui est rentré dans la volonté des Ivoiriens. On aimerait savoir quelle serait la prochaine étape si la CEI ne revient pas sur sa décision. Est-ce qu'un boycott est-il envisageable? Je veux bien dire un boycott des élections. De la part du PPAC. On va prendre trois et puis après. Merci, je suis Ferdinand Bali, quotidien Le Temps. Micro, je suis Ferdinand Bali, quotidien Le Temps. Monsieur le ministre, au-delà de tout ce que vous venez de poser, quelle serait, selon vous, la meilleure solution pour garantir l'élection apaisée, transparente et apaisée?
Dernière question. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je suis Elvis Pouza, je suis journaliste et je travaille pour l'Infodrome. Nous sommes un média en ligne, Elvis Pouza. Ma préoccupation est la suivante. Pas forcément vous, c'est-à-dire le PPACI, même le PSCI, la société civile, pas mal d'organisations politiques comme sociales dénoncent la SOEI, toujours c'est la SOEI, sachant pertinemment que vous avez des représentants au sein de cette SOEI. Si vous n'êtes pas d'accord, selon moi, on retire notre élément et puis on voit la suite. Mais vous dites que vous n'êtes pas d'accord, vous dénoncez et vous avez encore des éléments à la SOEI. Je trouve que, permettez-moi l'expression, c'est un peu un. Quelle sera la suite? Voilà ma question. Voilà. Président, Merci beaucoup. la première série de questions, 3 questions. Merci beaucoup. Babson Dagbo, Nouvelle Alliance. Prochaine étape, boycott des élections. C'est ce que le pouvoir cherche. C'est-à-dire boycotter les élections pour y aller en roue libre. On n'en est pas encore là. Nous savions les difficultés qui allaient se présenter à nous quand nous sommes allés aux élections locales. Vous connaissez nos scores, vous connaissez le score du RHDP. Ça nous a permis d'apprendre et de comprendre. Et c'est parce que nous avons appris et compris qu'ils cherchent à utiliser d'autres moyens pour avoir les résultats qu'ils ont eus. Mais ça ne se passera pas comme ça. Et au jour d'aujourd'hui, je peux affirmer qu'on n'est pas encore arrivé au boycott des élections. On n'est pas encore arrivé là-bas. Nous allons aller aux élections. Et avec le président Laurent Gbagbo, élection présidentielle 100 ans. Donc celui qui pense que à travers les provocations, il veut nous faire changer de trajectoire, il a menti. Je vous dis, nous sommes en février. Les élections ont lieu en octobre. Entre février et octobre, il y a encore des jours. Nous allons mener la bataille que nous avons toujours menée. Et Dieu aidant, mais les hommes aidant, je pense que nous aurons des résultats positifs. Donc nous attendons que les élections soient organisées de façon transparente, crédible et apaisée. C'est ça que nous attendons. Pour l'instant, là, à l'heure où je vous parle, il n'est pas question de boycotter les élections. C'est clair. Ferdinand, quelle est la meilleure solution? La meilleure solution est très simple. C'est-à-dire organiser les élections où le vainqueur est le vrai vainqueur et le perdant le vrai perdant. Et que le perdant congratule le vainqueur. C'est ça qu'il s'agit. Organiser des élections propres. Pour le faire, nous avons déjà dit plusieurs fois, la CEI d'aujourd'hui n'est pas bonne. Il faut la changer. La liste électorale dont nous parlons aujourd'hui, elle est truffée de fraude, de faux électeurs. Il faut l'auditer. Il y a tellement de choses à faire pour que les élections soient propres, apaisées, transparentes et crédibles. Donc, les revendications que nous avons déjà émises, ces revendications sont toujours de mise, parce qu'il n'y en a encore fait. C'est peut-être ça que vous nous reprochez. Vous revendiquez, vous n'avez pas de résultats, vous revendiquez toujours. Mais c'est ça, il s'agit là du rôle de l'opposant, de nous autres. Nous revendiquons de façon légale et démocratique. Vous comprenez bien ça? Nous revendiquons de façon légale et démocratique. Il y en a qui prennent des raccourcis. Hein? Il y en a qui prennent des raccourcis. Et les exemples sont connus en Côte d'Ivoire. Mais nous, on n'est pas dans ces raccourcis. Nous revendiquons de façon légale et, comment je dis ça, et démocratique. C'est tout. C'est long, c'est vrai. Quand on n'a pas la volonté, le courage, la patience nécessaire, ça paraît long. Mais quand ça aboutit de façon, j'allais dire, permanente, de façon définitive. Parce que les raccourcis ne mènent nulle part.
C'est ça que nous voyons aujourd'hui. Des raccourcis qui font que notre pays n'est plus notre pays. La Côte d'Ivoire n'est plus la Côte d'Ivoire. Si les choses s'étaient passées normalement, ce pays serait encore notre pays, c'est encore la Côte d'Ivoire. C'est à vous de tirer les leçons. Donc nous sommes là pour évoquer les points de crispation pour lesquels il faut lutter, les améliorer, trouver des décisions qui arrangent tout le monde. C'est pour ça que nous avons souhaité le dialogue politique avec le pouvoir. Il ne répond pas. Et ce n'est pas pour cela que nous allons baisser les bras. On dit ceci, ils ne répondent pas. Je vous ai dit que j'ai écrit à la CEI et au ministre de l'Intérieur pour qu'on programme la RLE 2025. J'ai écrit le 15 janvier 2025. Donc, il n'y a pas très longtemps parce que le février arrivait. Et comme c'est le mois de février et mars que nous proposions, on a envoyé donc ce courrier. Il n'a pas daigné répondre. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va s'arrêter. Il n'a pas répondu, mais moi je suis devant vous ici. Et ensemble, on va en parler. On dit, ça c'est les pasteurs qui le disent, la goutte d'eau qui tombe de façon permanente sur une roche, cette petite goutte d'eau finit par percer la roche. Aujourd'hui, on se dit fort, mais là, on n'est jamais suffisamment fort pour être toujours plus fort. Donc bon, on fait avec. Notre rôle c'est de nous battre démocratiquement et nous continuons la bataille. Elvis dit que nous on dénonce. Mais nos amis sont là-bas et alors qu'ils sont dedans, nous dénonçons. Elvis, voilà encore une idée que les journalistes prennent, mais vous ne prenez pas le temps d'analyser. Un journaliste doit prendre le temps d'analyser. Si mes souvenirs sont bons, sur 17 membres de la structure CEI, nous n'avons qu'un seul représentant. Un seul. Donc même si son idée était bonne et qu'on passe au vote, il serait bien en minorité. Toujours. Est-ce pour autant qu'il faut l'extraire de ce groupe pour qu'il vienne s'asseoir avec nous et que les autres continuent comme ils veulent? Non. Je vous ai parlé de la goutte d'eau qui pèse une roche, qui finit par briser la roche. Nous y sommes représentés, mais vous savez, nous ne sommes même pas représentés à un niveau qu'il fallait. Quand on en parle, les gens se moquent un peu de nous. C'est ça, je le répète, en tant que responsable politique, président exécutif du parti, que par principe, le VPRCI étant à la CEI, il doit occuper le poste qu'on lui a promis. Jusqu'à présent, ce n'est pas ça. C'est ça, c'est aussi les incongruités de cette CEI. Donc, retirer notre représentant, tout comme le PDC vous l'avez dit, nos représentants de la CEI, c'est de donner encore l'occasion au RHDP et à la CEI d'aller en roue libre aux élections. Et ils n'attendent que ça. Ces provocations ne sont pas des provocations anodines. Ils nous provoquent pour qu'on prenne la décision qui les arrange. On quitte demain la CEI, et alors ils sont partis. Mais quitter aussi la CEI, c'est nous seuls qui sommes les maîtres du jeu. C'est nous qui avons mis notre représentant. Les joueurs ne souhaitera plus, on le sortira. Pour l'instant, il y est, pour les raisons que j'ai évoquées. Il y est pour les raisons que j'ai évoquées. Et c'est ça qui nous permet aussi d'avoir des informations. Voilà. On me dit que, des rumeurs disent qu'un technicien aurait dit que la révision de la liste électorale est possible. Mais ils ont fait appel à plusieurs spécialistes. Et un spécialiste a dit que tout ce que vous dites là, c'est faux. Moi, ce que ça aussi, il faut en tenir compte. C'est à nous d'en parler. Et vous, les journalistes, c'est à vous d'attaquer dans ce sens-là. À vous d'investiguer pour avoir les informations vraies. Moi, je suis politique, je suis à bas des rumeurs que j'ai dans les informations. Ce que nous voulons régler, c'est un problème des Ivoiriens. Il y a des Ivoiriens qui n'ont pas de représentants à la CEI. Hein. Nous, c'est parce qu'on n'a pas un parti politique qu'on est à la CEI. Mais il y a des Ivoiriens anonymes qui veulent que les élections se passent bien, mais qui n'ont pas de représentants là-bas, qui parlent pour eux. Notre rôle, c'est de tout faire pour que ceux qui veulent braquer l'élection présidentielle 2025 ne puissent pas le faire. C'est ça qui est notre rôle. Et on est prêt pour ça. Je vous ai dit que traiter d'abord, ceux qui étaient en train d'hésiter, ils ont déposé les papiers depuis longtemps, et comme rien ne se passe, ils ne veulent pas aller les retirer. Je les exhorte à aller retirer leurs documents administratifs. 2, nous allons envahir le terrain pour expliquer à la population les enjeux de ces élections, ainsi que les conditions qu'il faudrait pour que les élections soient apaisées. Parce que les gens disent élections apaisées, crédibles, transparentes, des bouts de lèvres.
Ils le disent pour donner un message à les mandants. Mais nous savons très bien que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mais il faut aller expliquer aux parents que les élections qui arrivent là, voilà les enjeux. Que les élections qui arrivent, voilà les conditions qu'il faudrait pour qu'elles se passent bien. C'est tout ce que les parents demandent. Nous allons diligenter ces missions-là sur le terrain. Chers amis, donc, et la dame, semble-t-il, elle aurait dit sur le plateau de la télévision que le chronogramme ou le programme qu'ils ont réalisé là, ça a été fait de façon consensuelle avec les partis politiques. Je vous dis, c'est comme un mariage. Quand on voit le mariage, le jour du mariage, on est content, hein? On est dans la robe blanche, le marié, tout ça, le monsieur a des cravates, tout. Mais quelques temps plus tard, ça ne va plus. Le consensus est rompu. Donc avec la CEI, même si on est dedans et que les partis politiques avaient donné certainement leurs accords pour telle ou telle opération, au jour d'aujourd'hui, le consensus est rompu. Donc, il faut revoir le contrat. Il faut revoir le contrat. Avec Mme Yaboubi, il faut qu'on revoie le contrat. Quel était le contrat au départ? Le contrat était qu'on organise des élections transparentes, inclusives, crédibles et apaisées. Nous estimons que ce contrat est rompu. On n'a plus confiance en notre CI. Il faut voir. D'où la demande de dialogue avec le pouvoir pour régler tout ça. Le pouvoir qui veut s'arc-bouter sur son pouvoir, oui, ne veut pas en entendre parler. Bon. Ou bien on a un pouvoir dictatorial, ou bien on a un pouvoir démocratique. La démocratie a ses exigences. Et ce n'est pas facile. N'est pas démocrate qui veut. Il y a un Gbagbo Laurent qui veut se permettre d'être démocrate. Et il a prouvé pendant des années. Mais on n'est pas démocrate qui veut. Donc il faut semblant de prendre la démocratie pour faire bien. La démocratie par la parole, nous n'en voulons plus. Nous voulons la démocratie par les actes. Et c'est pour ça que nous sommes là. C'est la mienne. Merci, Président. On va passer à la deuxième série de 3 questions. Prenez le micro, vous présentez, donnez le nom de votre organe, posez vos questions. Moi, je suis Dan Kipeli. Je suis journaliste indépendant, donnant des contributions dans plusieurs organes, donc Terra News et Event News. Moi, je reviens sur ce que le vient de dire. La goutte d'eau qui finit par percer la roche. L'année passée, on a écrit le PPS a écrit au RHDP pour lui demander un niveau concernant le cadre dans le plan Bordeaux. Ils n'ont pas daigné donner une suite à cela. Ça, c'était une goutte d'eau. Ça n'a pas percé. Ça n'a même pas fait de traces sur la roche. Depuis que le président de Gbagbo est revenu, on fait des conférences, on anime des meetings, ce sont des gouttes d'eau. Mais pour que la roche soit percée, il faut quand même qu'il y ait un début d'érosion quand même. Il faut qu'il y ait un début d'érosion sur la roche. Aucun début d'érosion. On peut espérer que la roche peut se faire. Nous, on est pour. On prend Baka, on prend on assiste à des réunions des militants dans certaines situations. Les militants disent, ils sont inquiets. Qu'est-ce que les Ivoiriens disent? Ils sont inquiets. Ils ne voient pas d'avenir. Et que le PPACI, c'est toujours dans les salles, en train de faire des discours. Et la lutte est linéaire. C'est-à-dire que la roche, la goutte d'eau, c'est pas une lutte linéaire. Est-ce qu'il n'y a pas, en plus de cela, d'autres choses pour faire pour que la roche soit un peu plus percée? Merci. Merci, Galopé. Deuxième question. Avant que le président me pose une autre question, pour le compte de cette commission ivoirienne. Votre nom? Monsieur Jacques. En venant à cette conférence de presse, je m'attendais à des solutions claires, mais je suis quand même resté sur ma faim, parce qu'il y a longtemps que les partis politiques
On dit les différents partis politiques revendiquent, parlent de CEI, la RLE, le PDCI. Bon, d'abord, on ne sent pas aussi une unité d'action au niveau de ces partis qui exigent la poursuite de choses. Le PDCI en parle, le PPRC en parle, il en parle. Est-ce qu'à votre niveau, est-ce qu'il y a une unité d'action pour agir sur le terrain? On n'est qu'à 8 mois du scrutin. Justement, nous on est en ville, on attend beaucoup de choses, rien ne pointe à l'horizon. Le PPRC est entre deux feux, son président qui n'est pas sur la liste électorale, mais est-ce qu'il y a des décisions claires et pour dire aux militants, donc on agit clairement. C'est toujours comme dans notre ville le disait, vous êtes dans plusieurs conférences de presse et on ne voit rien pointer à l'horizon. Merci, M. Jeannot. Dernière question. Bonjour, monsieur le ministre. Serge Paté du quotidien d'Abidjan. Les Ivoiriens ont peur et ils ont raison d'avoir peur parce qu'ils sont parvenus au constat que la Côte d'Ivoire, leur pays, est devenu un pays à risque chaque 5 ans. Du fait de la CEI, la Côte d'Ivoire est devenue un pays à risque chaque 5 ans. Nous sommes en 2025. Ils craignent pour octobre prochain. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, ma question, monsieur le ministre, est de savoir si, avec tout ce que vous avez donné dans votre exposé, est-ce que le PPRC aujourd'hui est prêt encore à se sacrifier comme les années précédentes? Ou alors, quel sera vraiment le mot d'ordre à donner pour sauver la Côte d'Ivoire? Merci. Voilà. Merci beaucoup. D'accord. Alors, dans nos pays, on est toujours dans des propos, dans des analyses, dans des demandes qui ne sont pas satisfaits, et nous continuons, et que je fais le rapprochement entre notre action, certes non visible concrètement, et la goutte d'eau. C'est bien ça dans nos pays. Vous êtes journaliste. Est-ce que vous savez bien ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous savez bien ce qui se passe en Côte d'Ivoire? C'est-à-dire, le journalisme, pour moi, c'est vous qu'on doit pas normalement de temps en temps pour nous faire des conférences de presse. Et nous allons vous poser des questions. Nous allons vous poser des questions. Par l'impression que j'ai, c'est que le journaliste pense que lui, il est en dehors du peuple. Et lui, les journalistes, bon, mais voilà, vous n'êtes pas en dehors du peuple. Ce qui se passe vous concerne. Nous, on est des hommes politiques, on est nous sommes vos porte-voix. C'est pour ça qu'on s'organise autour d'une société qu'on appelle parti politique pour prendre, pour accéder au pouvoir et l'exercer. Nous sommes tous engagés dans le même bateau, nous les citoyens ivoiriens. Quand vous dites que nous parlons, chaque fois le président de Laurent Gbagbo prend la parole, est-ce que vous écoutez un peu les agitations? Est-ce que vous voyez un peu ce qui se passe à Côte d'Ivoire? Ça ne vous dit rien? Nous, ça veut dire beaucoup de choses. Avant l'arrivée du président de Laurent Gbagbo, avant l'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle, comment ça se passe? Depuis qu'il a annoncé et qu'on est là, qu'est-ce qui se passe? Depuis qu'il fait les tournées à Abidjan, qu'est-ce qui se passe? Analysez tout ça et après ça, vous allez nous poser des questions. La vie politique, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'on tient compte de tous les éléments. Il ne faut pas dire qu'on ne fait rien, que ce qu'on fera, bon, ça n'apporte rien. Non, ça apporte beaucoup. Ça apporte beaucoup. Quand tu dis à quelqu'un qui a la dette et que Adjoumani se permet de, comment dire ça,
de ridiculiser et qu'on lui fait après des leçons de lexique, des leçons de grammaire ou de littérature, tout ça, ça fait partie de l'ensemble des comportements des Ivoiriens. Les gens aujourd'hui qui étaient tout puissants, on se rend compte qu'ils ont une peur quelque part. Et cette peur-là peut conduire à quelque chose, je n'en sais rien. Mais ils étaient tout puissants. Aujourd'hui, ils ont peur. Je viens de vous expliquer qu'ils ont prévu gagner les élections un coup KO. Mais c'est parce qu'ils avaient inscrit des personnes, ils avaient inscrit des électeurs. Et quand ils se sont rendus compte qu'il y a eu l'envouement, ils ont arrêté. Il ne faut pas qu'ils s'inscrivent. Parce que si tout le monde s'inscrit, nous allons déranger leur pronostic. Ils ne vont plus gagner au premier tour. Mais vous commencez à prendre peur. C'est ça qui explique l'exclusion du nombre de citoyens. Mais ça n'est pas un problème uniquement de Dano Didier et de Babou Laurent. C'est une question des citoyens ivoiriens. Je vais voter, on m'empêche de voter. Qu'est-ce que je fais? Nous, on leur explique que si tu ne votes pas, voilà les conséquences. Et à eux de tirer les leçons. Donc, c'est cette démarche pédagogique-là que nous suivons. Et je vous ai dit encore que nous, là, on ne prend pas des raccourcis. Il y a des gens qui prennent des raccourcis, mais nous, on n'est pas inscrits dans la voie des raccourcis. Nous sommes inscrits dans la voie de la démocratie, dans la voie de la légalité. Et c'est ce que la légalité nous demande de faire, là, que nous faisons. À vos yeux, ça n'apporte peut-être pas de fruits, mais les élections, c'est en octobre. Hein. Attendons de voir. Attendons de voir. Zate, connexion ivoirienne, est restée sur sa fin. Il n'est pas pour te faire la case à commencer, mais moi j'ai pris un petit déjeuner avant de venir. Hein. Donc, ce que je retiens dedans, c'est l'unité d'action dont vous avez parlé. Oui, dans un pays c'est comme ça. Ça dit quand un problème se pose, les citoyens se mettent ensemble pour défendre leurs intérêts. Vous vous souvenez de la marche contre la bichère, monsieur Zate? Vous, en tant que journaliste, quand il y a eu la marche contre la bichère, vous étiez où? Vous n'étiez pas concerné. Vous vous êtes senti non concerné par la bichère. Oh, c'est ça que vous vivez tous les jours en tant que journaliste. La bichère que condamne, que dénonce l'association, je ne sais pas comment on appelle cette association, c'est aussi pour votre bien-être. Et ils ne sont que les porte-paroles, les porte-flambeaux. Mais si au moins sur la bichère, vous n'avez pas pu vous mettre ensemble pour mener la lutte, c'est pas là où chacun cherche son intérêt pour gouverner demain là que ça va être facile. Donc on est d'accord pour mener des actions communes pour changer les choses. Mais chaque chose a son temps. Laissez les hommes et les femmes s'organiser et ce que vous demandez là, peut-être qu'on l'aura. Mais moi, je suis PPACI. D'abord, un pays ancien, nouveau PPACI. Et la lutte que j'ai menée là, je l'ai toujours menée en orphelin. Et j'ai eu des résultats. Donc, je ne vais pas attendre forcément d'unité d'action pour mener ma lutte. Je mets d'abord la lutte que je peux mener. Si l'unité d'action me permet de booster, tant mieux. Donc j'ai compris ce que vous avez dit, j'ai noté. Mais attendons de voir. Depuis là, on va lancer un appel à Benoît. Ça aussi, les journalistes ne travaillent pas sur ces choses-là. Ça aussi, les journalistes ne travaillent pas sur les murmures, les bouillonnements qu'on entend ici ou là. Ne vous intéresse pas à ça. Faites l'effort de vous intéresser à ça. Pour nous informer, nous aussi, pour nous instruire. Parce qu'on a besoin de vous pour être instruits sur certaines choses que nous ne connaissons pas. Donc, l'unité d'action, d'accord, mais le fait de s'organiser de façon interne, d'abord. C'est quand on sera bien organisé de façon interne qu'on pourra porter notre point de vue, notre appui à une unité d'action que vous souhaitez. Donc on est d'accord, mais chacun s'organise. Et nous sommes en train de nous organiser. Serge, les Ivoiriens ont peur. Payer à risque tous les 5 ans. Mais j'ai l'impression que vous aimez ça aussi. Vous aimez que le pays soit à risque tous les 5 ans. Par cette bataille, vous avez dû mener ça à votre niveau en tant qu'homme de presse des médias.
pour dire comment se fait-il que notre pays, tous les 5 ans, doit vivre dans l'angoisse. Moi, je dis que le pays vit dans l'angoisse parce que il y a des gestionnaires du pouvoir provisoire qui ne veulent pas quitter leur fauteuil. Et pour cela, ils mettent tout en jeu pour mettre des élections en Côte d'Ivoire. Sinon, quand il y a eu des élections en 2000, où on avait une commission électorale en bonne et due forme, qui a bien travaillé, les gens pensent, Mme Yacoubi dit qu'elle est experte. Je ne sais pas de quelle expertise elle parle, mais elle est experte dans la bouche. Les premières personnes qui ont, comment on appelle ça, exercé cette fonction, c'était le président Honoré Guié. Je faisais partie de son équipe, en tant que représentant du PPS, du FPI de l'époque. C'est nous qui avons, pour la première fois, exercé les fonctions de commissaire électoraux. Et les élections se sont bien passées. Et vous avez compris, le 2 octobre 2000, ce qui s'est passé. Alors que les choses sont bien passées, des gens voulaient nous arracher le pouvoir, et ceux-mêmes qui n'ont pas participé sont allés chercher le pouvoir dans la rue. Ça aussi, vous le savez. Les gens qui n'étaient même pas candidats sont allés chercher le pouvoir dans la rue. Donc, ce sont ces choses-là qui arrivent souvent. Et nous disons que la Côte d'Ivoire n'est pas condamnée à vivre cette situation-là régulièrement. Il faut qu'un jour, on se retrouve, qu'on puisse organiser les élections comme ça se fait ailleurs. J'ai donné l'exemple du top 4, où on dit aujourd'hui, ouais, les élections sont bien organisées au Nigeria, ça s'est bien passé au Ghana, ça s'est bien passé au Sénégal. Mais les gens qui prennent le Sénégal comme exemple, comme modèle, je ne sais pas d'où ils tiennent tout ça, nous, on a vécu, on a vu ce qui s'est passé au Sénégal. Au Sénégal, il y a eu un moment où le pays était bloqué. En tout cas, les Ivoiriens oublient ça. Et ils pensent que c'est tombé du ciel. Non. Les problèmes que nous vivons en Côte d'Ivoire, les Sénégalais l'ont vécu. Les Sénégalais l'ont vécu. Donc c'est tout beau de donner des exemples, mais il faut qu'on donne des exemples bien fondés. Voilà. Donc, chers amis, le PPACI, comme toujours, continue de faire des sacrifices. Oui, les sacrifices, nous en faisons toujours. Ce sont des sacrifices qui font qu'aujourd'hui, vous avez tous là devant vous des anciens exilés, des gens qui n'ont plus de vie, des femmes qui n'ont plus de vie, qui pensent à leur pays et qui se privent de beaucoup de choses. Nous, la majorité d'entre nous sommes des retraités. Hein. Ce n'est plus un retraité qui va venir être devant la lutte et puis aller marcher avec les jeunes. Non. Au moment où on devait marcher, là, c'est passé, mais on est encore là. Pourquoi? Parce que nous pensons que la lutte n'est pas encore terminée. Donc pour vous, nous sommes encore là. Ce sont les sacrifices que nous consentons pour le pays. Gbagbo Laurent, à son âge, est encore dans la lutte. Il a vu ce qu'il a vu. Il a eu ce qu'il a eu dans sa vie politique, dans sa carrière politique. On pourrait dire qu'il a tout eu, il a tout vu. Mais il dit, la lutte n'est pas encore terminée. Je me dois d'être encore là, parce que les enfants ont encore besoin de moi. C'est tout. Donc voilà les sacrifices que nous faisons, que nous sommes prêts à faire pour le pays et pour sa jeunesse. Voilà, camarades, chers amis, les quelques idées, les quelques réponses que je voulais donner à vos préoccupations. J'espère que vous êtes satisfaits. Si ce n'est pas le cas, bon, chacun partira avec ce que j'ai dit et analysera à sa façon. Pour voir si, mais si par hasard il y avait des choses que je devais dire que je n'ai pas pu dire, on peut m'appeler pour me dire, Père, s'il y avait ceci ou cela, vous n'avez pas abordé tel ou tel sujet. Comme ça, la prochaine fois, on peut le faire. Mais retenez tout simplement que nous sommes engagés, nous sommes embarqués dans le même bateau. C'est pour la Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire fraternelle, une Côte d'Ivoire prospère, une Côte d'Ivoire où il fait beau vivre. C'était la Côte d'Ivoire d'hier, ce n'est plus la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Et battons-nous, on peut retrouver notre pays. On peut retrouver notre pays. C'est pour ça que nous battons tous ensemble et on compte sur vous pour en arriver là. Voilà, nous sommes au terme de notre conférence de presse.
Président, votre mot. Mon mot de fin, je l'ai dit tout à l'heure, hein, mais je vais le prendre. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire n'est pas condamnée à vivre dans l'angoisse, dans le stress, dans la peur, tous les jours. J'allais dire tous les 5 ans. La Côte d'Ivoire n'est pas condamnée. Nous sommes un pays essentiel. Donc nous avons tout ce qu'on peut avoir dans un pays pour bien vivre. Des personnes gèrent aussi aujourd'hui le pouvoir d'État. Nous estimons que c'est mal géré. Et c'est parce que c'est mal géré que nous cherchons à les dégager démocratiquement. Ils résistent en mettant sur notre route des obstacles qui sont entre autres la CEI contestée, la liste électorale non fiable, j'allais dire l'exclusion de certains candidats, les institutions de régulation, d'organisation d'élections qui ne sont pas en d'autres sens dans les normes pour apaiser les Ivoiriens. Et c'est de tout ça qu'il faut parler. Notre rôle, c'est de les amener à changer. Ils ne veulent pas changer. Au jour d'aujourd'hui, ils ne veulent pas changer. Nous avons espoir qu'ils vont changer parce que ce n'est pas parce qu'ils ne vont pas changer que nous allons arrêter la lutte. Nous continuerons la lutte. Et la lutte, là, c'est pour arriver à des élections démocratiques, des élections crédibles, transparentes, inclusives et apaisées. Le mot apaisé, qui aujourd'hui sur toutes les lèvres. On va continuer. Et j'exhorte les Ivoiriens, surtout les journalistes, à nous aider à mener ce combat, chacun dans son domaine. Nous par vos écrits, par vos commentaires, mais nous par l'action politique sur le terrain. Et concernant les actions politiques sur le terrain, nous, PPACI, nous irons bientôt expliquer tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire à nos parents. Pour que nous n'en ignorions. Nous irons expliquer tout ce qui se passe à nos parents sur le terrain. Nous comptons donc sur vous pour que le pays change positivement. Pour que ce pays retrouve la paix. Pour que ce pays retrouve sa stabilité, retrouve sa notoriété, retrouve sa prospérité. Nous comptons sur vous. Parce qu'avec le pouvoir d'aujourd'hui, nous ne voyons pas grand-chose. C'est le changement qui peut nous permettre de prospecter d'autres horizons. Et bon, et on verra ce que cela va donner. Donc, chers amis, merci d'être venus. Nous comptons sur vous. Nous allons continuer à mener notre combat qui est d'organiser des élections propres, justes, transparentes, inclusives et crédibles et surtout apaisées. Cette bataille, on ne voit pas encore les résultats, mais nous ne dormons pas. Nous allons continuer à aller tous les jours pour que la Côte d'Ivoire retrouve ses repères. C'est ça qu'il s'agit. Chers amis, merci d'être venus. Bonne journée à tous et à toutes. Et on vous attend pour la prochaine fois. Je vous remercie. Merci, Président. La mise à jour de la liste électorale reste un enjeu majeur pour la crédibilité du processus électoral en Côte d'Ivoire. Le CPACI a exprimé sa position et reste mobilisé pour défendre un processus transparent et inclusif. Merci à tous.